Bienvenue sur Oli et Thanato, le podcast inspirant qui parle de la mort et des deuils pour les vivants. Mais en réalité, ça veut dire quoi ? Dans mon approche, tout changement est considéré comme un deuil. Qu'il s'agisse d'un décès, d'une séparation, d'un licenciement, d'un burn-out, d'un accident ou d'une crise de sens, tous les types de deuil sont abordés ici, sans tabou. Mon objectif est de vous transmettre des ressources et des réflexions pour appréhender toute notion de finitude dans nos vies. Partager le micro pour témoigner son vécu, décrypter un sujet d'actualité sous l'angle du deuil ou éclairer nos connaissances sur ces sujets, on peut vraiment dire que je parle de la mort et des deuils à toutes les sauces. Alors, qu'avons-nous au menu cette semaine ? Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie d'être en compagnie de Fanny qui est doula pour enregistrer cet épisode. Avant de rentrer dans le vif du sujet et d'exprimer un petit peu ce dont on va parler, Fanny, est-ce que tu veux bien nous dire qui es-tu ? Qu'est-ce que tu fais ? Présente-toi. Bien. Merci Charlène pour ton invitation, je suis ravie d'être là avec toi pour parler de ce sujet que tu vas évoquer après, qui est pour moi extrêmement important. Qu'est-ce que je vais pouvoir vous dire d'intéressant ? Donc je m'appelle Fanny, j'ai 42 ans, je suis maman de 3 enfants qui ont qui ont 4, 6 et 8 ans. Voilà, avant d'être doula, parce que je suis doula et je vous expliquerai après en quoi ça consiste. Pendant 18 ans de ma carrière professionnelle, j'ai été éducatrice spécialisée. Donc j'ai toujours été dans le métier d'aide, d'entraide. Voilà, j'ai toujours voulu, en tout cas, faire ce métier-là. C'était vraiment un métier passion. Et puis, on va dire que mon parcours de maternité a orchestré ma mue professionnelle, très clairement, puisque j'ai eu un très long parcours de PMA pour avoir mes 2 premiers enfants que j'ai eu par fécondation in vitro. Et ensuite, j'ai eu une grossesse spontanée, quelques mois après la naissance de mon fils. Et cette configuration-là a fait que j'ai vécu 3 grossesses et 3 postpartums en moins de 4 ans. Et ce parcours-là a fait que j'ai découvert le métier de doula, puisque j'avais besoin à ce moment-là d'un soutien, et pas n'importe quel soutien, puisque effectivement la doula, elle se situe à un endroit particulier qui est le soutien émotionnel. Voilà, on est très bien accompagné médicalement parlant. On peut se saisir de ressources en santé mentale si on en a besoin. Mais à ce moment-là, moi, j'avais besoin vraiment d'une femme qui me soutienne, qui m'écoute, qui prenne soin de moi. Et donc, j'ai découvert ce métier à travers un podcast d'ailleurs. Et voilà. Et j'ai eu cesse de me renseigner, et ça a été une évidence pour moi. J'ai jamais su reprendre le travail après mon 3e congé maternité, et j'ai décidé d'entreprendre, et j'ai décidé de créer mon entreprise d'accompagnement périnatal. Ça va faire 2 ans et demi aujourd'hui que je suis doula, et donc j'accompagne les femmes, les couples et les familles. Merci pour cette présentation qui nous pose déjà un petit peu certains éléments du sujet qui va être le nôtre aujourd'hui. Tu as parlé de maternité, tu as parlé de doula, tu as parlé d'être maman. Il me semble pas que tu aies posé le mot naissance, mais en tout cas, on l'a bien entendu en filigrane de tout ça. Peut-être en introduction, et tu pourras rebondir dessus aussi si tu le souhaites. Ce qui me semble important de poser, c'est qu'aujourd'hui, on va parler du deuil d'une manière qui, moi, m'est chère d'en parler et que tu partages avec moi. Le deuil au sens large, c'est-à-dire, bien entendu, on entend le deuil par rapport au décès d'un proche, par rapport au décès d'un être vivant, quel que soit le lien d'attachement, un enfant, un parent, un frère, une sœur, un grand-parent, un animal domestique, ça en fait partie. Mais j'aime aussi l'aborder de manière symbolique. Et aujourd'hui, on va parler de cette notion du deuil symbolique. Il était important deuil symbolique, donc dans quel cadre ? Par rapport notamment à la naissance et à la maternité. Et il était important pour nous de reposer ce cadre-là. Si la notion du deuil dans ce cadre-là ne vous parle pas, vous pouvez remplacer toutes les fois où on va parler de deuil par le mot changement, par le mot transformation, par le mot perte, par le mot transition, par le mot métamorphose ou par tout autre mot qui résonnerait mieux pour vous. En tout cas, il n'y a pas ici de comparaison entre le fait d'avoir des deuils symboliques au cours d'une maternité, de la parentalité même, je dirais, que de perdre un proche. Il n'y a vraiment pas de comparaison entre les deux. Est-ce qu'il y a un point que tu veux ajouter là-dessus ? Non, c'est absolument parfait. C'était important de le baliser, en tout cas pour moi également. Voilà. Pour qu'il n'y ait pas de maladresse. En tout cas, c'est pas une maladresse de notre part de parler de deuil, mais que ça soit bien balisé. Et ceci étant dit, pourquoi peut-on parler de deuil de la manière dont on vient de le préciser dans le cadre de la naissance ? Qu'est-ce que tu as déjà envie de nous dire un petit peu ?
j'ai envie de dire que dans ce parcours de maternité, il y a une multitude de deuils symboliques, de pertes, de transformations, effectivement, et que c'est pas reconnu comme tel. On n'en parle pas parce que c'est pas reconnu comme tel, alors que pour autant, c'est profondément marquant et que l'intensité est vraiment réelle. Dans ces deuils symboliques, il y en a plein qui me viennent à l'esprit. Le premier, et là je peux parler en jeu et parler de mon parcours, c'est celui que quand on a envie de devenir mère et que ça ne vient pas tout de suite, que la grossesse ne vient pas spontanément et qu'on est dans cette attente qui peut parfois durer plusieurs mois, plusieurs années, et qu'on doit faire appel à un parcours médicalisé pour devenir mère. Il y a un certain nombre de pertes et de deuils symboliques. Déjà, la première, c'est un petit peu ce sentiment de trahison corporelle. Il y a quelque chose de cet ordre-là où on vient un peu perdre quelque chose de l'estime de soi, de la confiance en soi et de l'image qu'on pouvait avoir de son corps qui, pour la société, ou même biologiquement parlant, est censé être conçu pour donner la vie, pour tomber enceinte, etc. Et quand ça n'arrive pas, il y a vraiment une perte d'estime de soi qui est vraiment, qui peut être très 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 violente. Une culpabilité aussi. Et une culpabilité, effectivement. Ça me fait écho à un podcast que j'ai enregistré avec Sophie de ma PMA et moi. Complètement. Si peut-être le sujet de la PMA vous parle, vous intéresse, vous questionne à titre personnel ou peut-être pour des proches, je vous remettrai le lien en description pour aller approfondir ce sujet-là. Je trouve ça intéressant d'ailleurs que tu commences par ce point-là. Donc on sent ce chemin de la grossesse, je peux le dire comme ça. Le parcours pour y arriver. Parcours pour y arriver. Ouais, c'est vraiment ça. Ok. Qu'est-ce qui vient d'autre? Ensuite, quand on tombe enceinte, quel que soit le parcours pour y arriver, que ça a été simple ou qu'il y ait eu ce parcours, il y a le deuil de la grossesse idéale. Ça, c'est quelque chose qui est que j'écoute, que j'entends beaucoup, des femmes et des couples que j'accompagne. C'est vraiment cette grossesse, on l'a fantasmée, on l'a rêvée, on l'a idéalisée, on l'a pensée, on a imaginé plein de choses autour de cette grossesse. Et parfois, ça ne se passe pas comme ça. Là aussi, il y a quelque chose de l'ordre de la trahison corporelle, parce que parfois, on a une hyperémèse gravidique qui nous fait vomir tout au long de la grossesse. On doit être alité parce qu'on a une menace d'accouchement prématuré. On a le but, c'est pas de faire peur. Ici, il y a évidemment des grossesses qui se passent très bien. C'est juste pour expliquer que il y a cette projection de la grossesse idéale et il y a aussi la réalité. Et parfois, ça ne se passe pas comme on l'a idéalisé. Puis comme tu viens de dire, l'idée, c'est pas de faire peur, mais plus de dresser un champ des possibles. Et dans ce champ des possibles, rares sont les personnes qui vont cocher absolument toutes les cases. Exactement. Mais c'est important d'être sensibilisé, de l'avoir à l'esprit. C'est un peu, si je reprends le sujet du deuil au sens d'un décès, on est tous mortels, on sait tous qu'on va mourir, on sait tous qu'on va perdre nos proches, mais on veut pas en parler parce que ça fait peur. Et pour autant, quand on en parle, ça permet aussi d'être un peu plus prêt. On n'est pas prêt totalement, on est préparé peut-être davantage. En tout cas, c'est comme ça que je l'entends en fait dans ce que tu dis. C'est de l'information, c'est de la sensibilisation et le fait de l'avoir à l'esprit. Et peut-être si éventuellement notre chemin devait se compliquer pendant le chemin avant la grossesse ou pendant la grossesse, on sait que ça peut arriver. C'est pas moins difficile pour autant, mais néanmoins, il y a une part de nous qui était déjà peut-être informée. C'est dans ce sens-là? Aussi dans ce sens-là. Ok, exactement. Donc du coup, chemin de la grossesse, la naissance. Ouais. Là, on est vraiment là sur un sujet. Je vais pas dire que c'est 100% des femmes que j'accompagne, mais quasiment. Ce deuil de l'accouchement rêvé aussi. Les femmes portent une image forte de la naissance de leur bébé. Elles ont vraiment souvent des projets de naissance, des souhaits de naissance qui sont très très importants.
pendant 9 mois. Hein, elles ont le temps aussi de l'imaginer. Elles lisent des livres. Elles font de la préparation à l'accouchement avec leur sage-femme. Elles ont parfois une doula. Et donc elles ont tout ce temps aussi pour fantasmer cette naissance et en tout cas se projeter. Et c'est très important qu'elles fassent des souhaits de naissance. Ça fait partie de l'empouvoirment. Ça fait partie des choses qui sont extrêmement importantes. Pour autant, même si elles savent que le chemin que ça va prendre il est inconnu, ce chemin. On a beau vouloir accoucher de telle manière, le chemin que ça va prendre, on ne le connaît pas. Pour autant, c'est un deuil quand ça ne se passe pas comme c'était prévu dans la tête et dans le cœur et dans toute la préparation qu'il y a eu autour. C'est aussi un engagement tout au long de la grossesse, une préparation physique, mentale, émotionnelle. Et voilà, il y a cette différence entre l'accouchement idéalisé, rêvé et la réalité de l'accouchement, quand ça ne se passe pas comme c'était prévu, ça crée vraiment une brèche dans leur histoire. C'est toute la notion de symbolique qu'on abordait juste avant. C'est vraiment justement le deuil de ce que j'aurais voulu, mais de ce qui n'a pas été finalement et de ce sur quoi, parfois je n'ai pas le contrôle. Tu parlais du corps juste avant. Oui, mon corps, il va réagir de telle ou telle manière. Je peux l'aider, je peux l'accompagner, je peux le soutenir. Mais parfois, c'est comme quand on est malade, hein. On a beau vouloir se dire, non, dans 10 minutes, j'aurais pu 39 de fièvre. Bon, il y a un moment, j'ai 39 de fièvre et je peux pas aller contre la fièvre. Je peux l'accompagner par des médicaments, mettre des glaçons, tout ça. Mais je pourrais pas aller contre la fièvre. C'est ce que j'entends, en fait, à travers ce que tu dis. Et au-delà du corps, il y a aussi tous les éléments extérieurs qu'on ne peut pas maîtriser. L'environnement qui est qui est extrêmement important. T'as des exemples de ça? Ah oui, j'en ai plein. Alors, c'est pas forcément le sujet là aujourd'hui, mais c'est vrai que on sait que les besoins essentiels d'une femme qui accouche, c'est notamment l'intimité, la bulle de protection, de se sentir en sécurité, la lumière tamisée. Il y a plein de besoins comme ça essentiels, quel que soit le projet, que ça soit un projet physiologique ou non. On a ces besoins-là essentiels en tant que femme pour accoucher, au même titre qu'un rapport intime. C'est les mêmes besoins essentiels, sauf qu'on est aussi dans une réalité d'environnement extérieur, notamment les maternités qui font absolument de leur mieux pour accompagner les femmes, mais ça reste des milieux hospitaliers où on n'est pas forcément dans notre bulle, où les lumières sont pas forcément tamisées, où tous les besoins ne sont pas forcément, on répond pas forcément à tous ces besoins-là. C'est des éléments extérieurs qui peuvent venir entraver le processus de la naissance, mais qui ne nous appartiennent pas et qui n'appartiennent pas à notre corps, qui sont vraiment des éléments extérieurs sur lesquels on peut agir. Oui. Complètement. Mais ouais, c'est ça. On garde parfois une marge de manœuvre sans avoir un total mais il y a quand même contrôle. Des éléments extérieurs qu'on ne peut pas maîtriser. Et ça, c'est voilà. Et est-ce qu'il y a d'autres deuils, du coup? Là, tu nous parlais de l'avant, la grossesse. J'ai une liste longue, vous avez 2 heures devant vous parce que j'ai une sacrée liste. On a parlé de la naissance, on va parler du postpartum. Pareil. Alors, particulièrement quand c'est un couple qui attend leur premier bébé. Un peu moins quand c'est le 2e, le 3e ou plus, parce qu'on l'a déjà traversé, même si chaque postpartum est différent, évidemment. Et heureusement, il y a une palette, il y a une nuance. Est-ce que tu peux peut-être redéfinir postpartum? Alors, on va plutôt parler de postnatal, effectivement. Le postpartum, c'est vraiment la définition physique, physiologique, qui va de la naissance, qui va de la naissance jusqu'à environ 10 semaines. Le postnatal, celui qui fait sens pour la femme, pour le couple. On dit aujourd'hui que le postpartum dure 3 ans. Il y a des études fiables et randomisées qui ont été faites là-dessus sur tout ce temps qu'il faut de récupération physique, émotionnelle, psychologique, etc. pour vraiment retrouver cet équilibre, ce nouveau soi, mais on en parlera tout à l'heure. Donc voilà, on va plutôt parler de postnatal, effectivement. C'est mieux, tu fais bien de me le poser. Et du coup, il y a ce deuil. Effectivement, il peut y avoir cette perte entre, encore une fois, le postpartum idéalisé. Souvent, quand c'est notre premier enfant, on l'imagine comme une bulle de douceur, un cocon, quelque chose. Et attention, ça peut aussi, bien évidemment, se passer comme ça. Il y a des postnatales, qui sont extrêmement doux, extrêmement...
ça demande aussi là un environnement extérieur extrêmement présent, mais en tout cas, ça peut aussi se passer comme ça. Mais il y a aussi des postpartum idéalisés qui ne se passent pas du tout comme prévu, pour plein de raisons. Pour une naissance qui a été un peu compliquée, et donc des douleurs, par exemple, en postpartum, qui peuvent être là et qui peuvent durer un petit peu dans le temps, qui font que les premiers instants, c'est un petit peu compliqué, beaucoup compliqué même parfois. Ouais, il y a les douleurs, il y a les émotions, la fatigue extrême, le sentiment de solitude parfois aussi qui peut être extrêmement présent, où on s'attendait à avoir un entourage extrêmement présent, soutenant, et puis c'est pas forcément le cas, où on n'a pas, voilà, en fait entre ce qu'on avait imaginé et la réalité, effectivement, il y a un monde. C'est cette expression. Dans tout ce que j'entends, tu vois, depuis tout à l'heure, tu l'as utilisé plusieurs fois, le mot d'idéaliser, ou de ce qu'on projette. Et en fait, c'est là où, peut-être pour rebondir sur la sensibilisation qu'on a fait en introduction de cet épisode, c'est que, en fait, pour moi, on pose le mot deuil du moment où j'ai projeté quelque chose. Et là, je le fais de manière très générale, hein, même dans la vie de tous les jours. J'ai projeté, je vais donner un exemple très simple, j'ai projeté que ma journée se passerait comme ça, de telle manière, sur lequel je pensais avoir le contrôle, mais il y a un environnement extérieur qui fait que ma journée va peut-être pas du tout se passer de cette manière-là. À la fin de ma journée, je peux avoir une notion de deuil dans le sens d'une perte, parce que j'aurais peut-être perdu, avec des guillemets, ma journée. Et pour moi, c'est là où, en fait, le mot deuil, il se pose. C'est entre ce que j'ai projeté, idéalisé, ce que j'ai voulu et sur lequel j'ai mis encore plus de cœur, bien sûr, que dans ma journée, quand c'est un projet de naissance, quand c'est un projet de couple, quand c'est un projet peut-être entrepreneurial, quand c'est un projet de maison, enfin, un projet de vie, quel qu'il soit, un projet. Et mettez chacune derrière le mot projet, ce qui fait sens pour vous. Et qu'il y a des différences. Et en réalité, il y en a toujours. On est bien d'accord. C'est très rare. On dit toujours entre la théorie et la pratique, il y a un monde. C'est très rare que ma projection soit respectée à 100%. Et pour moi, il est là le mot deuil, de perte, de différence, de changement, comme on le citait tout à l'heure. Est-ce que tu résonnes avec cette... Ça résonne complètement. Et parfois, cet écart, il peut être vertigineux. C'est ça. Vraiment vertigineux. Et plus il est vertigineux, plus c'est difficile. Bien sûr. Et plus ça prend du temps, et plus ça nécessite du soutien et de l'aide. Et on en reviendra après sur toutes ces ressources, je pense. Mais oui, ça peut être vraiment vertigineux. D'où l'intérêt, effectivement, de préparer ce postnatal tout en ayant, conscience, surtout des ressources qu'on a autour de nous pour s'en saisir en fonction des besoins à l'instant T, puisqu'on ne sait pas, encore une fois aussi, comment ça va se passer. C'est cet inconnu aussi, dans le parcours de maternité, qui est absolument, qui peut être aussi absolument vertigineux, parce qu'on ne contrôle pas. Encore une fois, cette notion du contrôle, oui, on contrôle beaucoup de choses aujourd'hui avec Google et compagnie, mais ça, on ne le contrôle pas. Et est-ce que dans ce grand terme du post-natal, tu citais le soutien qu'on pensait avoir ou l'entourage qu'on pensait avoir, est-ce que tu mets aussi peut-être cette notion du couple? Ah, on va être un couple parental de telle ou telle manière, ou on va avoir telle vie sociale, et je sais pas, au bout de 3 mois, on sortira avec notre petit bout, par exemple. On l'emmènera partout. Voilà, on l'emmènera partout, on ira en vacances, en week-end, et encore une fois, ces projections qui peut-être sont différentes pendant les 3 premières années, bien si sûr. Je garde cette temporalité. Très très souvent, les couples me posent, on était persuadés avant d'avoir des enfants que ça ne changerait pas nos vies. Il y a j'aime bien je sais pas si on peut dire un adage, ou je trouve pas mon mot, mais avant d'avoir des enfants, on a des principes, et une fois qu'on a des enfants, on a des enfants. Et on fait avec, et c'est vraiment ça, c'est que il y a aussi un deuil et une perte du couple tel qu'il était. Ça, c'est certain, que ça vient transformer aussi beaucoup de choses à l'intérieur du couple. On parle d'ailleurs, la première année, pareil, c'est pas pour tout le monde, ça peut aussi être très doux, mais on parle aussi du baby clash, on en parle de plus en plus. Est-ce que tu veux le définir peut-être? C'est difficile à définir, j'ai pas la définition précise, mais je me fiche de la définition du petit Larousse. Ouais, c'est ça. Mais avec mes mots, c'est vraiment cet équilibre à retrouver dans un couple, la première année de vie
du bébé et de composer en tant que couple avec la fatigue, les besoins de chacun qui ont changé, évolué. On n'a plus les mêmes besoins. Notre centre ne tourne plus autour de notre couple. Notre centre ne tourne plus autour de passion forcément qu'on avait. Notre centre, c'est la parentalité à ce moment-là. Je parle du début du postnatal. Et du coup, c'est le couple doit se rééquilibrer autour de ça, quoi. Ça fait partie des grands défis du couple, en tout cas du début de la parentalité. Ouais. Complètement. Est-ce que tu as peut-être des ressources, tu parlais de ressources avant, tu disais qu'on pourrait y venir. Est-ce qu'il y a des choses peut-être déjà sur ce point de la parentalité, dans ce grand domaine du postnatal, en fait, qui comprend plein de deuils symboliques, plein de pertes différentes. Est-ce qu'il y a des ressources que tu aurais déjà envie de partager? Oh, il y en a plein. Allez, vas-y, sors-nous ta petite liste. J'en avais plein d'autres. Mais tu peux les aborder, on peut les aborder après. Comme ça, on fait une petite pause ressources. Non. Les ressources, la ressource pour moi, les deux ressources principales, elles vont concerner d'abord tout ce qui va être autour de l'information et de l'empouvoirment. L'empouvoirment, la définition, elle est simple. C'est pas une définition perchée, c'est vraiment la capacité d'un être humain à être acteur de son parcours de santé, que ça soit la santé physique, mentale, émotionnelle, sociale, enfin peu importe. La santé, elle est vaste. Donc c'est cette capacité-là à être acteur. Et pour être acteur et pour être informé, il y a des ressources effectivement. Et c'est important de les mobiliser. Ça va être évidemment des professionnels formés de santé, mais que la santé soit médicale, paramédicale, non médicale. Le non médical, il est important aussi. Je considère que dans le parcours de santé d'un couple, d'une femme et d'un couple, la santé, elle est multidimensionnelle. Et on peut autant avoir besoin de sa sage-femme ou de sa gynécologue que de son médecin, que de son psychologue, que de sa doula, que de sa praticienne en massage, que de... Peu importe. Parce que tout ça, ça forme un tout et que tout ça participe au bien-être au bien-être, tout simplement, et à la santé de la famille, du couple. C'était un petit aparté, mais qui était c'est la vision holistique. Exactement. Que je partage avec toi. Elle est pour moi extrêmement importante. Et donc, dans ces ressources, il y a effectivement les ressources des professionnels formés, donc médicaux, paramédicaux, non médicaux, qui vont pouvoir donner des informations fiables et éclairées, qui vont pouvoir empouvoirer la femme et le couple autour de ce parcours de maternité. Ça, c'est hyper important. Donc, ça nécessite effectivement en amont de faire appel à des personnes qui vont pouvoir nous expliquer tout ça, comment être soutenu pendant la grossesse, au moment de la naissance, au moment du postnatal, vers qui on peut se tourner si on a besoin de parler, si on a besoin d'être écouté, si on a besoin de pleurer, si on a besoin de quoi que ce soit, en fait, dans cette période-là. Ça, c'est l'information et l'empouvoirment, très, très important. Après, il y a le soutien émotionnel, et là, c'est très vaste. Ça devrait être l'entourage, avant tout. Ça devrait être le village. On dit qu'il faut tout un village pour élever un enfant. Et c'est vrai. C'est vrai. Mais le village, c'est pas forcément la famille de sang, de cœur. Enfin, de sang. Ça peut être aussi de cœur. Donc, ça peut être des amis, ça peut être les parents d'école qui vont venir chercher les aînés, et là je parle en connaissance de cause, qui vont venir chercher les aînés pour les conduire à l'école le temps qu'on s'occupe de son bébé. Ça peut être la doula, évidemment. Enfin, le soutien en tout cas, le soutien émotionnel. Et quand je dis soutien émotionnel, il faut le trier. C'est le soutien qui est dans l'écoute, qui est non jugeant, qui va pas passer sa journée à dire tu fais ça mais tu devrais, il faudrait que tu... Non, vraiment de l'écoute, du soutien et de quoi tu as besoin. Comment je peux venir t'aider là. Grand sujet. Ouais, très grand sujet. Mais les ressources, donc en fait, il n'y a pas vraiment une ressource en particulier, c'est à chaque femme et chaque couple de s'empouvoirer de ça justement et de se dire OK, de qui on s'entoure, comment on
de quelles ressources on balise notre parcours en fait. Je trouve ça très juste ce que tu viens de dire. Enfin, le reste était aussi bien entendu, mais pas juste. Mais la notion de besoin résonne beaucoup parce que justement, en fait, les besoins de l'un ne sont pas les besoins de l'autre. Exactement. Et en fait, dans la réponse que tu donnes, c'est ce que j'aime aussi, c'est que il n'y a pas une ressource, il n'y a pas un chemin balisé pour la paternité, pour la parentalité, la maternité. Il y a plein de chemins, plein de ressources possibles et disponibles, et à vous de vous en saisir. Et comme je dis sur le deuil dans le cadre d'un décès ou tout autre deuil qui soit symbolique, il n'y a pas de chemin précis à faire. C'est pas une to-do list de ça y est, j'ai fait l'étape 1, je suis contente, puis je passe à l'étape 2. Non, pas du tout. On est tous et toutes différents. Et pour moi, il y a autant de maternité, de paternité, de parentalité qu'il n'y a de parents. Et il y a autant de deuil qu'il y a d'êtres humains. Avec certainement des points communs, mais aussi avec des points de différence. C'est ce qui fait toute la beauté, à mon sens, de ce sujet et toute la difficulté parfois à en parler parce que, en fait, c'est balisé sans être réellement cadré. Puisque comment cadrer quelque chose qui est propre à chacun. Et sur cette notion de besoin, enfin, moi, ça me fait beaucoup penser à l'intelligence émotionnelle, à la communication non violente, à l'écoute empathique. Enfin, voilà, c'est tous des sujets qui là, je dézoome juste un instant, mais je pense que ça va résonner. C'est qu'en réalité, on parle de deuil, on parle de parentalité, on parle de la femme, mais en vrai, on parle de notre société et de comment, entre êtres humains, on se soutient. Parce que le soutien dans le cadre de la parentalité, de la maternité, de la paternité ou de tout autre événement de la vie, en réalité, il est le même. C'est juste le sujet qui va changer de pourquoi on soutient. C'est quelque chose avec lequel tu résonnes aussi? Complètement. Ouais. Complètement. Et effectivement, c'est aussi, pour dézoomer aussi, complètement aussi à l'image de notre société. La manière dont on soutient les mères, aujourd'hui, est à l'image de la société. On en parlera peut-être un petit peu après, mais qui est encore... Bon là c'est mon côté féministe qui va prendre le dessus. Vas-y, parle-en direct. Je sens que ouais, non mais parce que vraiment c'est quelque chose qui m'anime aussi. On est dans une société extrêmement patriarcale. Et il y a ce défi-là aussi aujourd'hui pour les mères et pour les couples qui rentrent dans la parentalité ou dans ce parcours de maternité et de paternité. Et c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet ce patriarcat et c'est vraiment à l'image de la manière aujourd'hui dont on soutient les mères. Il y a beaucoup trop peu de choses qui sont faites pour soutenir la maternité et la parentalité aujourd'hui. Qu'est-ce qui devrait être différent? Ou on parlait d'idéal juste avant. Qu'est-ce que dans ton idéal, dans l'idéal de Fanny, qui a autant l'expérience peut-être de maman que de doula, dans ton idéal, qu'est-ce qui devrait être différent? Qu'est-ce que notre société devrait changer? Aucune femme et aucun parent ne devrait se sentir seul. Ça, c'est dans mon idéal, hein. Et ça devrait être le cas, hein. Donc, la société devrait avoir les compétences et les connaissances pour soutenir. Exactement. Je le vois un peu comme des cours d'éducation civique, ça. Hein. Mais oui, peut-être à l'âge adulte. C'est un peu ça. Ok. Donc, effectivement, travailler autour de la solitude et aussi sur ce prisme que la société véhicule, et c'est très patriarcal, de la mère sacrificielle. Vraiment, ça c'est quelque chose de la mère disponible tout le temps. Et donc, cette mère sacrificielle, si elle n'y arrive pas à être sacrificielle, si elle n'y arrive pas à être disponible tout le temps, si elle ne répond pas à tous les besoins de toute sa famille tout le temps, tous les jours, du matin au soir, elle a l'impression qu'elle fait mal les choses. Et c'est extrêmement douloureux comme sentiment, vraiment. Et j'en écoute beaucoup des récits de femmes qui me disent mais oh là là, j'ai raté telle chose ou j'ai raté telle chose parce que j'ai pas fait, enfin, j'ai des exemples concrets mais ça n'aurait pas forcément de sens de les évoquer là, mais en tout cas, il y a vraiment ce truc-là qui est véhiculé aussi par la société encore aujourd'hui, que la mère particulièrement doit être sacrificielle. Et je sais plus qui en parlait, je te donnerai, tu pourras le dire après, la référence parce que je l'ai pas en tête. Il y a Élise Marquande de l'association Maman Blues et une autre femme qui ont été à l'Assemblée Générale pour en parler en disant mais ne serait-ce que le congé paternité, ok, il a été rallongé un petit peu, mais ça reste quand même un hold-up
par rapport à ce qui devrait se passer réellement. En fait, on reste quand même dans une inégalité entre les mères et les pères qui est absolument vertigineuse en fait. Et donc on continue de développer cette idée que le père doit reprendre le travail pour aller chercher des sous, pour ramener des sous au sein de son foyer, et que la mère doit être sacrificielle, disponible tout le temps et être voilà. Et alors, si possible, seule, hein, parce que c'est important qu'elle gère, parce qu'elle l'a voulu quand même cet enfant et que. En fait, ce que j'entends à travers tes mots, c'est que notre société, et le patriarcat, comme tu le citais juste avant, vient alimenter des rôles donnés à chacun. Oui. À la mère et donc des missions, notamment ce côté mère sacrificielle, et au père, et qui fait que toutes les croyances qu'on peut avoir dans notre société, consciente ou inconsciente, et aussi le fonctionnement de notre société, pour parler par exemple du congé maternité et paternité et de cette inégalité, fait que en fait, même inconsciemment ou involontairement, même si on voudrait faire différemment, parfois on vient coller à ça, et ce qui crée en même temps une double culpabilité. Quand tu disais j'aurais dû faire comme ceci, ouais, mais faire comme ceci, selon qui, selon quoi, pour qui et pourquoi. Et donc du coup là, ça vient, je trouve, l'une des ressources moi là qui me vient, qui peut être disponible de suite, mais qui est peut-être minime par rapport à ce qui pourrait être mis en place, mais c'est de dire, OK, qu'est-ce que moi je veux? Ça vient toucher après aussi le regard des autres, mais du coup, si je fais différemment de tout ça, je vais aussi avoir ce jugement, et je vais faire face à, comme tu disais, les proches qui vont dire, mais tu devrais faire comme ceci, ou tu dois faire comme cela. Donc en fait, ça engage plein de sujets, et c'est là où je trouve qu'il est important pour moi de parler de deuil, de perte, de changement, ou encore tout autre terme qu'on voudrait y mettre, parce que nos vies sont ponctuées de deuil, et la parentalité faisant partie généralement de nos vies, ben c'est des deuils dans des deuils, quoi. Oui. C'est un peu les poupées russes, et ça vient toucher plein de points. Plein de points. Et ce deuil de la mère parfaite, tu vois, c'est vraiment, ça aussi, c'est vraiment quelque chose qui peut être extrêmement douloureux. Ouais. Aussi. Et ben du coup, on a parlé de ce deuil un petit peu de la mère parfaite. Je voulais en parler. Est-ce qu'il y en a d'autres dont tu voulais parler qu'on n'a pas encore cités? Le dernier que j'ai en tête, ça serait un petit peu plus tard dans le parcours. J'appelle ça moi le deuil je l'appelle pas rapport moi, je vais parler en jeu dans ma parentalité actuellement, notamment, je t'en ai parlé un petit peu tout à l'heure Charlène, c'est le deuil de la fusion. Ce deuil à un moment donné de l'enfant qui justement on peut avoir été cette mère un peu sacrificielle, un peu ou beaucoup, voilà, avoir tout donné pour ses enfants, etc. Et à un moment donné, l'enfant se défusionne un petit peu et s'affirme et s'autonomise, etc. Et il y a ce sentiment de défusion, mais qui peut être aussi vécu comme une perte et quelque chose de douloureux, en tout cas. Ça peut l'être. C'est marrant, c'est marrant, non, il y a rien de marrant, mais ça me fait penser plutôt, si on le prend à un peu plus long terme dans la vie. L'oiseau qui quitte le nid. Exactement, c'est oui, ça, tu vois. Sûr. À travers tes mots, moi, j'entendais la notion de manque, peut-être de vide, de « Ah, c'était comme ça avant et là, ça l'est moins. Ah, on avait nos petites habitudes avant et là, il ou elle est parti, mon enfant est parti de la maison et en même temps, je suis super contente parce que, voilà, il fait tous ces trucs et tout. Taf, quoi, il est autonome. Voilà, c'est ça. Cool. Mais en même temps, c'était cool de l'avoir à la maison. Enfin, et ça me fait penser à ça, en fait. Ouais. Mais ça peut arriver bien avant, effectivement, avec forcément l'enfant qui grandit et qui va être dans l'acquisition de plein de choses pour son autonomie. Et c'est absolument parfait. Mais du coup, quand on a effectivement été dans cette maternité, un peu cette abnégation, hein, on va appeler ça comme ça aussi, pour ses enfants, et ça fait bizarre. Ça peut en tout cas être, ça peut l'être. Je sais pas. C'est ça. Comme tout ce qu'on se dit là. Hein, exactement. C'est important de le rappeler, c'est que tout ça, ça reste des possibilités, des potentialités, et que peut-être il y a des choses qu'on n'aura pas citées qui seront dans votre vécu, et c'est OK. Il y a pas de bonne ou de mauvaise réponse loin de là, et il y a pas de chemin tout tracé. Est-ce qu'il y a d'autres deuils qui te viennent que tu aimerais partager là avec nous? Non, je pense que là, moi, pour ma part, j'ai balayé en tout cas un certain nombre de deuils dont je pouvais être aussi, que j'écoute beaucoup, hein, par rapport
aux femmes et aux couples que j'accompagne. Ouais. Et si on fait un petit focus vraiment sur la maman, notamment la femme, on s'était dit qu'on voulait aussi aborder ce sujet sur le fait que devenir maman, donc je vais d'abord le faire plus général, devenir parent change une vie. Enfin, moi, je dis souvent, devenir parent, ça change une vie. La notion de la liberté et de la responsabilité avant et après être parent, elle n'est pas la même. Souvent, cet exemple de tes potes, ils t'appellent à 18h, t'as pas d'enfant. Allez, en fonction de la route, tu peux être là dans 15-20 minutes, une demi-heure ou une heure. Quand t'as un petit bout, potentiellement, tu viens pas. C'est ça. Ou tu viens d'une autre manière et c'est un peu plus long. Donc, ça change aussi cette notion de la liberté, de la responsabilité. Et donc, du coup, si on zoome un petit peu sur la maman, la femme, en quoi devenir maman dans ton expérience personnelle / professionnelle, en quoi ça joue sur l'identité de la femme? C'est un vrai changement identitaire pour plein de raisons. C'est là où on va pouvoir parler d'un mot qui a été qui est un néologisme, qui est un nouveau mot qui a été inventé, qui avait besoin d'être et d'exister, qui s'appelle la matrescence, la fameuse matrescence, et en analogie la patrescence, puisqu'elle existe aussi, qui est ce changement identitaire et tous les changements qui sont associés, les changements physiques, physiologiques, émotionnels, sociaux, enfin tous les changements que peuvent provoquer effectivement le fait de devenir mère ou de devenir père. Ça s'apparente un peu à l'adolescence. D'ailleurs, matrescence, ouais. On le sait, c'est vraiment cette contraction du mot maternité et adolescence, ou paternité pour la patrescence et adolescence. C'est les mêmes choses qui se passent, les mêmes bouleversements, en tout cas, dans le cœur, dans l'âme et dans le corps qu'au moment de l'adolescence. Je vous laisse imaginer un petit peu. Mais pareil, il y a un tas de nuances et un tas de palettes de couleurs. Donc, il y a des matrescences qui peuvent être... Ça reste un bouleversement identitaire, mais il y a des matrescences qui peuvent être très douces et il y a des matrescences qui peuvent être vécues de façon très violente. De qui je suis aujourd'hui, c'est quoi le sens aujourd'hui de ma vie, vraiment. Il y a parfois des questions qui sont très fortes après être devenue mère ou père. Est-ce que tu nous citais des ressources tout à l'heure que, en tout cas moi, à mon oreille, je pense peuvent être applicables aussi pour cette matrescence ou cette patrescence. Est-ce que tu as des ressources spécifiques, peut-être même un livre ou des podcasts ou quelque chose qui pourrait être éclairant si des personnes se reconnaissent dans cette phase de la matrescence ou même ne connaissent pas du tout mais ont envie de s'informer et de s'empouvoirer pour demain? Bon, déjà, il y a ton podcast, mais après ça, donc il y a le podcast également de Clémentine Sarlat. Ouais. Qui est le podcast de la matrescence, c'est elle qui sera en lien. Ouais, qui sera en lien. C'est vraiment important. Il y a le podcast de Bliss Story que j'aime beaucoup aussi parce que je trouve que ça donne vraiment toute cette palette de maternité, de parentalité. Ça évoque vraiment beaucoup de sujets, même ceux qui sont tabous, ceux qu'on voudrait pas entendre, qu'on refuse de voir. Il y a beaucoup de sujets dans la maternité dont on ne veut pas parler. Parce qu'il y a des phases sombres dans la maternité et la parentalité et que c'est parfois difficile même pour la société de les regarder en face. Et je trouve que ce podcast, il permet aussi ça. Et puis après, oui, il y a des ressources associatives, littéraires. Enfin, si tu veux, je te ferai la liste pour les donner en lien. Mais là, les podcasts qui me viennent, c'est ceux-là. Les livres, si je me permets de prendre mes petites fiches parce que j'en avais noté quelques-unes. Il y a un livre que je trouve important et je trouve que c'est important d'en parler. C'est un petit peu politique aussi, mais je trouve ça important. Ça fait partie des sujets dont on parle peu, la santé mentale dans la parentalité et la maternité. Je vais parler de dépression du postpartum. Il y a un livre en particulier qui est Dépression du postpartum, la face cachée de la maternité, qui a été écrit par Élise Marquande et Chloé, je ne me souviens plus de son nom exact, mais je te le donnerai, qui est présidente de l'association Maman Blues. Okay. Et qui est une ressource absolument précieuse, vraiment précieuse. Toutes les femmes ne font pas de dépression du postpartum, tous les pères, puisque les hommes aussi peuvent faire des dépressions du postpartum, ne font pas de dépression du postpartum. Aujourd'hui, on parle de 30 à 40% des femmes. Je pense que c'est largement minimisé, parce qu'il y a des femmes qui ne parlent pas, qui se taisent. Et on parle de 10% des hommes, d'un homme sur 10. Mais ça reste une réalité, ça reste une des réalités de la parentalité, de la maternité, de la paternité. Donc, c'était important pour moi aussi d'en carrément. parler. Comment pareil, en quelques mots, j'ai pas besoin de la définition du Larousse, mais comment tu définirais
un postpartum d'un côté et une dépression en postpartum de l'autre. Ce serait quoi la différence le majeure? Postpartum, c'est physiologique, c'est biologique, c'est la transformation ça change à physique. l'intérieur. Voilà, c'est ça. Une fois qu'on a coupé le cordon, que le placenta est sorti, voilà, c'est vraiment le postpartum, c'est le corps. C'est le biologique. La dépression du postpartum, la définition, on dit que ça peut arriver jusqu'au 1 an. Alors à peu près, hein, c'est pas un an pile, ça s'arrête, mais dans la première année de vie de l'enfant, c'est ce qu'on se donne. On dit qu'entre 0 et 3 semaines, on parle de baby blues. Ouais. C'est pas la même chose. Le baby blues, c'est pareil, c'est physiologique. Ça va être la chute des hormones de grossesse, ça va être, mais ça reste biologique, ça reste physiologique. Si ça se poursuit après ça, c'est-à-dire que s'il y a vraiment une tristesse qui ne part pas, qui est vraiment importante, des idées sombres qui peuvent traverser l'esprit, si vraiment on se sent mélancolique tout le temps, si il y a, enfin voilà, en tout cas, j'invite vraiment à contacter son professionnel de santé. Ça, on va dire en point de repère. Si on sent que c'est physiologique, il n'y a pas forcément d'inquiétude potentielle à avoir. Et que si on sent que au niveau mental, moral, il y a quelque chose d'autre qui a une perte d'intérêt, qui a un peu comme d'autres dépressions, hein, perte d'intérêt. Physiquement, l'envie de vraiment de s'isoler, enfin voilà, toutes ces notions là. Après, il y a des dépressions du postpartum qui peuvent commencer de façon plus sournoise aussi. Donc d'où l'intérêt de toute façon d'être en lien avec ces professionnels de santé, notamment les sages-femmes qui sont absolument merveilleuses. Et je finirai juste là-dessus, il y a un test sur internet. Le test de la dépression du postpartum qui a été créé par l'application des 1000 premiers jours et qui permet aussi, en répondant aux questions, d'avoir un score entre 0 et 5 et qui permet de voir un petit peu où on se situe. Ça sera en lien aussi. Ouais, c'est important. Juste à descendre et à cliquer comme ça, au moins justement, il n'y a pas besoin de chercher merci trop loin. Merci d'avoir laissé cet espace pour en parler parce que c'est important. Et ça fait partie des ressources importantes. C'est ça. Et il y a aussi une notion de deuil, de perte, de changement, d'évolution derrière tout ça. Complètement. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voulais nous partager sur cette notion justement de le fait de devenir maman évolue, change, modifie, transforme notre identité aussi en tant que femme? Oui, parce que c'est ce qu'on disait aussi tout à l'heure par rapport au couple, c'est que ça c'est un autre centre en fait, hein, au centre de notre vie. La maternité devient centrale et donc ça change notre rapport à tout en fait, au temps, au monde. Tu disais tout à l'heure, oui, tu t'appelles plus les potes pour dire allez, c'est plus pareil. C'est plus la même chose. Ça change vraiment notre rapport. Mais c'est cool aussi. C'est cool aussi. C'est différent et encore une fois, c'est un point de vigilance. L'idée est pas de dire que c'était mieux avant ou quoi que ce soit. Je pense à ma meilleure amie dont je suis marraine de sa fille. Oui, on va pas se mentir, ça a changé notre relation. On était deux couples où de base on voulait pas d'enfants, etc. Mais je suis ravie d'avoir ma filleule et Maë, je te fais un bisou, mon petit chat aussi, mais ça a changé plein de trucs, mais des trucs qui sont trop cool. Ouais, des trucs où parfois on se dit, oh, c'était bien aussi avant. Mais ça reviendra d'une manière différente et on aura peut-être 50 ans d'ici là. Mais ça crée des trucs qu'on n'aurait peut-être jamais fait ou pas fait de cette manière-là. Donc c'est pas, à mes yeux, mieux ou moins bien. Mais d'ailleurs, je le dis dans le cadre du deuil au sens large, c'est simplement autrement. C'est différent, avec des choses plus agréables et avec des choses moins agréables. Mais c'est différent. Et c'est cette ambivalence, de toute façon, qui est extrêmement présente dans le parcours de parentalité. C'est des émotions et des ambivalences qui s'entrechoquent constamment entre le bonheur d'être parent et la tristesse aussi, parfois de laisser derrière soi des choses qu'on aimait profondément avant, mais qui vont revenir ou pas, ou qui reviendront différemment. En tout cas, effectivement, ça fait partie, cette ambivalence, elle fait partie de ce parcours. Ce que je rajouterais aussi, c'est que ce qui peut être vertigineux et ce qui peut aussi faire ressentir cette notion de perte et de deuil, en tout cas peut-être de transformation, de pas être comme, je sais pas si je vais trouver les bons mots, mais de pas être comme ce que la société attend de nous. C'est que la société attend de nous, en général, qu'on soit productif, qu'on soit dans le contrôle, qu'on soit, oui, je vais dire ça, productif et dans le contrôle, et rapide. Il y a cette productivité-là qui est importante. Alors que la
maternité, la paternité, la parentalité, au début, c'est tout le contraire. Le postnatal, la grossesse, le postnatal, c'est complètement désordonné. C'est une temporalité qui est complètement différente. C'est extrêmement lent. D'ailleurs, souvent, les familles le posent, en disant, mais c'est pas possible, j'ai pas du tout l'impression d'être dans la même temporalité que les gens, que le monde autour, quoi. Comme si il y avait eu un arrêt sur image et que tout le monde autour s'affolait c'est juste la temporalité qui est devenue différente. On est dans la lenteur, on est dans le rythme d'un bébé, on est vraiment dans cette lenteur. Cette idée aussi que quand on s'occupe d'un bébé, on ne fait rien. Ça aussi, nombre de mamans qui me posent, j'en peux plus, j'ai l'impression d'avoir rien fait aujourd'hui, alors qu'elles ont nourri leur bébé, que ce soit allaitement ou biberon. Elles ont nourri leur bébé, elles ont pris soin d'un bébé, c'est absolument incroyable de ne pas avoir ce regard sur soi et le regard de la société, mais pour dire qu'elles font qu'elles et qu'ils font un travail absolument incroyable. Donc il y a ce deuil aussi entre cette société productive à 100 000 à l'heure qui contrôle tout et ce parcours complètement désordonné, une temporalité complètement différente. Enfin voilà, tu vois un peu ce que je veux dire. Être parent est un métier à temps plein. Tu vois, pour rebondir sur ce que tu disais. Et ça aussi, c'est des points qu'on peut entendre dans le deuil dans le cadre d'un décès. Tu parles de cette temporalité avec cet arrêt sur image. Ouais. Mais juste prenez un instant si vous avez déjà perdu quelqu'un, un être cher. On a ce temps aussi où mais la société va tellement vite, tout le monde a repris sa vie, son travail, etc. Et moi, j'ai l'impression d'avoir rien fait alors que j'ai déjà rien réussi à sortir de mon lit. Complètement. Donc voilà, avec des prismes qui sont différents, mais les mots que tu as employés, on peut les remettre dans le cadre du deuil d'un décès. Ça, c'est pas pour légitimer, c'est pour exprimer aussi le pourquoi on a souhaité faire cet épisode et pourquoi il me tient à cœur d'utiliser le mot deuil dans ces situations. Et je trouve que tu l'as très justement amené. Est-ce qu'il y a d'autres choses dont tu voulais qu'on échange? Est-ce qu'il y a... J'imagine. Ça me semble, je pense qu'on a en tout cas vraiment balayé, je trouve, un certain nombre de transformations, de pertes, de deuil. Voilà, effectivement, mettez le mot qui résonne pour vous, mais je trouve quand même qu'on a déjà parlé de pas mal de choses. En tout cas, toutes les ressources que tu as pu nous citer, elles sont en description dans les liens de la description de l'épisode. On pourra aussi retrouver tes contacts pour te retrouver sur les réseaux, pour retrouver ton site, pour retrouver aussi tes services en tant que doula. On n'en a pas parlé, mais je trouve ça important, peut-être intéressant que tu nous en dises un petit mot, peut-être pour conclure sur quelque chose de plus... Alors pas positif mais différent, autrement, sur un aspect rituel. Je pense notamment aux soins Rebozo que tu fais. Tu parlais du corps tout à l'heure. Enfin voilà, je trouve que ça peut être une belle ouverture, une belle conclusion. Est-ce que tu veux nous en dire un petit mot? Qu'est-ce donc? Je suis tellement amoureuse du soin Rebozo. Pareil, je pourrais en parler des heures. Je trouve que vraiment c'est un rituel extrêmement puissant dans la maternité. C'est vraiment, alors il y en a plusieurs, mais je vais parler du soin Rebozo et du soin rituel Rebozo, qui sont un petit peu différents. Le soin Rebozo, en postnatal particulièrement, il a une symbolique, et la symbolique, elle est importante dans le deuil, mais dans tout. Elle a une symbolique de clôture, de fermeture. Donc ce soin Rebozo, il a cette symbolique émotionnelle de venir refermer le corps qui s'est beaucoup ouvert pendant la grossesse et au moment de la naissance, pour venir vraiment symboliquement fermer ce chapitre-là pour en ouvrir un autre qui est celui du devenir mère. Et donc symboliquement c'est extrêmement important. Physiquement parlant, c'est aussi un soin qui vient donc Rebozo, c'est le nom du tissu, ça veut dire châle en espagnol, et avec ce tissu on vient bercer, on vient soutenir, on vient contenir, on vient vraiment prendre soin du corps dans une dimension corporelle et émotionnelle avec les tissus. C'est un massage au tissu, mais qui a aussi une grande symbolique. Et qui est d'ailleurs pas, qui est préconisé de base aussi pour la grossesse, mais qui peut tout à fait être bénéfique pour des moments de clôture et de deuil symbolique. Pour l'avoir vécu de cette manière-là. De deuil symbolique et de deuil, très concrètement, j'accompagne aussi le deuil périnatal avec ce soin Rebozo. Voilà, on vient aussi... il est connu ce soin Rebozo, surtout pour le serrage du bassin après la naissance, mais
c'est beaucoup plus vaste que ça. Et ben justement, on pourra te retrouver pour en parler et avoir plus d'informations sur ce sujet. Merci beaucoup Fanny d'avoir partagé le micro avec moi. Petite phrase de conclusion, quelque chose que tu veux ajouter? Ou t'as tout dit? Je la relance pour 10 minutes en fait. Ouais, c'est un peu ça. Non, juste voilà, l'amour, il est important, le soutien est important. Je finirai là-dessus en disant, il y a personne qui mérite d'être seul. On a tous besoin d'amour, de soutien, et on n'est pas obligé de traverser tout ça seul. Qu'on soit une maman, un papa, voilà, on n'est pas obligé de traverser ça seul. Donc entourez-vous, empouvoirez-vous, voilà. Merci. Et aimez-vous vous-même. Aimez-vous. C'est bien, on finit toujours sur l'amour et des trucs positifs. Voilà. Merci beaucoup, à Fanny. toi. Merci. En parlant de ces sujets, nous leur faisons une place dans nos sociétés. Et c'est ainsi que les tabous peuvent se lever. Je suis vraiment convaincue qu'il est possible de développer notre résilience face à la finitude et au deuil de nos vies. Si vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez vous abonner et noter le podcast sur votre plateforme d'écoute. N'hésitez pas aussi à le partager autour de vous et sur vos réseaux. Merci pour votre soutien et sachez que vous pouvez même faire un don. Si vous traversez un deuil et que vous souhaitez être soutenu sur ce chemin, réservez votre séance découverte pour me poser toutes vos questions et connaître ma philosophie d'accompagnement. Mais d'ailleurs, que voulez-vous au menu dans les prochains épisodes ?